Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders. On a pris une petite pause due à la trêve internationale, mais là on se retrouve dans les bureaux d'Eleven Sport avec notre invité du jour et nouveau consultant Eleven Sport, Nicolas Frutos. Salut Nicolas. Salut tout le monde. Comment tu vas ? Très très bien. Très très bien. Salut Jérémy. Salut Séverine, salut Nico, salut tout le monde. Le soleil argentin dans le studio. Nico, après le box-to-box qu'on a pu faire ensemble, j'ai découvert un Nicolas Frutos vraiment acharné de football. Donc je ne sais pas si on aura assez avec 52 minutes pour cette émission. Nico, le foot c'est jour et nuit en fait. Oui, c'est ma vie. 41 ans, j'ai commencé à jouer au foot aux 5 ans, à l'âge de 5 ans. Et voilà, ça veut dire qu'il y a 36 ans de ma vie que matin, après-midi et le soir et la nuit, à la maison, ça tourne le football. C'est vrai qu'on avait hâte de tourner cet épisode parce qu'on a tellement envie de parler avec toi de tactique, de football, de passion, d'Argentine, enfin bref, de tout ça. On va évidemment parler de tous ces sujets. Mais d'ailleurs, on va directement rentrer dans le vif du sujet. En décembre, tu as annoncé que tu quittais DC United. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quelle est ta situation actuelle ? Je suis, selon ma femme, je peux dire le titre, je suis le chômeur le plus occupé du monde. Je n'ai pas du temps pour rien faire à la maison. Je passe ma vie derrière l'ordinateur, en train d'étudier, de lire, de regarder des matchs, et de profiter, parce que quand on travaille, on n'a pas assez de temps pour faire tout ça. Et je dis le mot profiter, oui, je profite de faire ça. Et aussi, voilà, il y a quelques mois, déjà 6 mois que j'ai arrêté, qu'on a mis terme à mon contrat en Amérique. Et c'est la première fois aussi que j'ai l'occasion de partager avec mes enfants. Et les matins, quand on se réveille, de faire le petit-déj, de les conduire à l'école. Je n'avais jamais pris le temps. Les choses simples, en fait, de la vie. Oui, j'ai eu la chance de découvrir maintenant des choses qui étaient en train de passer à côté. Et voilà, maintenant, je suis très content. Alors voilà, je suis dans des discussions avec certains projets, mais j'ai envie, c'est pas envie. On a décidé familièrement de rester installé ici en Belgique. On ne va pas bouger pour le moment, et même peut-être, je ne veux pas dire plus jamais, mais l'idée c'est vraiment de rester ici. Et avec la famille au point central de l'organisation de tout, alors le travail qui viendra, ça devrait être aller à côté de la famille. Attention, parce que quand un footballeur dit « je ne bouge pas pour le moment », ça peut durer 2-3 mois. On sait comment ça va. Par contre, votre femme qui dit « le chômeur le plus occupé », j'ai cru entendre de bonnes sources que vous êtes un excellent cuistot. À la maison, c'est vous qui cuisinez, Nico. Je cuisine pas mal. Il faut... Voilà. On a une discussion toujours qui cuisine plus et qui fait plus de tâches ménagères. Ma femme, elle fait beaucoup plus que moi dans tout ce qui est autour, mais j'aime bien cuisiner. Et c'est quoi la spécialité de Nicolas Frutos ? On cuisine, on fait des barbecues énormément. Allez, on a construit un barbecue style argentin à la plancha et tout ça. Oui, c'est pas la plancha. La plancha, c'est plus européen. Okay. Chez nous, c'est à la grille. Je sais pas comment c'est dit en français. Ouais. Alors, on a un espace qu'on a construit, une pièce qui est pour ça, avec une barbecue à l'intérieur. Et voilà. Quand tu parles de projet, j'ai lu, dis-moi si c'est vrai, que tu aurais remis une espèce de candidature pour reprendre l'académie du Sporting de Charleroi. Oui, j'ai eu des discussions avec eux. Et je répète encore, pour moi, tout ce qui vient, ça doit avoir une vision à long terme, une possibilité de travailler. Et en sachant que c'est des tâches ou c'est des projets que j'ai déjà mis en place pour plusieurs années, au tout début de ma carrière d'entraîneur ou en dehors de ma carrière de footballeur. Et voilà, je connais c'est quoi, je connais les besoins, les temps qu'il faut pour pouvoir entamer un projet pareil. Et voilà, on a eu des discussions et on verra qu'est-ce que ça finit par se passer, pas seulement avec eux, sinon avec des autres clubs aussi, que grâce à cette annonce dans la presse, que c'est pas moi en tout cas, jamais je ne parle pas à la presse normalement de mes boulots, sinon c'est pas moi qui aurais annoncé ça ici. Mm-hmm. Il y a des autres clubs qui me sont contactés pour la même tâche ou pour des autres, alors voilà. On a quelques possibilités sur la table et on va bien décider familièrement. Et en quoi c'est important de t'occuper de jeunes comme ça ? Pourquoi viser potentiellement des jeunes, une académie de jeunes ? Parce que mon papa, il a été... En Argentine, les clubs, ce n'est pas des sociétés anonymes, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est des sociétés sans fin lucratif. Okay. Alors, les présidents, les dirigeants d'un club, ils sont choisis tous les 3 ou 4 ans, ça dépend
et quel club. Et mon père, il a été toujours président de l'académie. C'est pas directeur de l'académie, sinon président au niveau dirigentiel. Alors, et même quand les couleurs politiques dans les clubs, c'est mon club de formation et c'est mon club de cœur, que c'est Union de Santa Fe, changeaient de président au niveau total du club. Les nouveaux partis politiques, ils demandaient à mon père de rester quand même parce qu'il faisait un bon boulot. C'est clairement, c'est pas payé, il faisait vraiment de tout cœur. Il a mis en place énormément de choses. Alors moi, à la maison, j'ai vu grandir cette académie pour passer des provinciaux, des régionaux à jouer dans l'élite du football argentin. Et la création de toutes les infrastructures pour pouvoir faire ça. Et je veux passer à la maison tous les directeurs des centres de formation. Alors, j'ai encore les papiers de toutes les présentations des projets. Et c'est magnifique parce que ça tient la route, mais avec de nouvelles méthodologies, clairement. Et voilà, les 2 dernières années de ma carrière de joueur, que je voyais que ça venait un peu compliqué au niveau pour l'avenir. Et j'avais déjà décidé de dire, voilà, quand je stoppe ma carrière, je vais devenir directeur de centre de formation. J'avais que 28 ans. C'était pas si évident, alors j'avais commencé à écrire. J'ai rentré chez moi à ma ville et j'ai rencontré directement le président du club pour dire j'ai envie de faire ça et je vous propose de faire ça. Laissez-moi 6 mois pour vous montrer qu'est-ce que je peux mettre en route et après on discute d'un contrat. Et voilà, donc, ça a été comme ça. Donc c'est d'abord, tu souhaites être président de centre de formation plutôt qu'entraîneur ? Président, non. Ben, la direction, exactement. Président, c'était mon père, c'était un truc donc plutôt directeur qu'entraîneur. On sait que voilà, tu as été entraîneur intérimaire là, dans Dorlec, en 2020 adjoint. Est-ce que c'est une envie ? Quand on suit, allez, on donne un coup d'œil à mon CV, on peut voir que j'étais directeur d'une académie, j'étais adjoint à plusieurs reprises dans des différents pays. Et dans des différents niveaux. J'étais entraîneur aussi de différents niveaux, U17, U19, U21, dans 3 pays différents. Et j'ai des petits passages de coach principal. Et j'ai fait un peu la performance manager aussi dans certains clubs. C'était la création du soutien et la structuration des idées de méthodologie pour la formation et la post-formation et l'accompagnement des joueurs qui sont dans les noyaux A. Et, alors, tout ça, ça te donne des outils, des ressources, des capacités et d'expérience pour mettre en place ces différentes choses. Si j'aime bien entraîner, oui, c'est ma vie. J'aime bien sentir l'herbe. J'aime bien les entraînements. J'aime trop les contacts humains avec les joueurs. Et j'aime trop la tactique. C'est pour ça que j'adore aussi travailler à la télé. Surtout maintenant qu'il y a des projets dans lesquels on peut analyser des phases de jeu et les passer dans une langue que le public puisse comprendre et suivre. Mais je suis ouvert à différentes choses parce que je sais que j'ai l'expérience et j'ai développé pas mal d'outils pour mettre en place à différents niveaux. Alors on verra d'ici mois de mai au juin qu'est-ce qui pourrait se présenter. Je ne suis pas du tout pressé parce que je profite à la maison, parce que j'ai une collaboration avec Eleven et des autres chaînes qui parfois ils tapent aussi à la porte, clairement à la RTVF, que j'ai mes passages à la tribune, lesquels je suis hyper content après la Coupe du Monde qu'on a fait. Et voilà, tout ça fait que j'ai quand même du boulot, je suis content et on verra vers où on va courir. Vous parliez de tactique, Nico. T2, ça, entraîneur assistant, n'a plus envie de faire ? Non, pas pour le moment. Donc T2, non. Éventuellement T1, on a compris, peut-être gérer un centre de formation. Agent de joueur, c'est aussi quelque chose qui pourrait te plaire ? J'ai aussi des 2 pays différents, des offres sur la table sur ça. C'est pas quelque chose que j'envisage, j'ai jamais l'envisagé non plus. Même si, grâce à avoir voyagé énormément, en dehors de mes travaux, qu'il y a pas mal de pays déjà dedans, j'ai voyagé beaucoup, mais beaucoup. Et surtout, j'ai fait du Canada jusqu'à l'Argentine, au Perito Moreno, là-bas tout en bas. Et presque, il y a 3-4 seulement pays que j'ai raté de toute l'Amérique. Et le reste, j'ai passé des semaines en regardant des foot et d'avoir des contacts et pour créer surtout des ressources si jamais je rentre dans une structure d'un club. Alors oui, j'ai des offres pour aussi des grandes sociétés de management qui veulent attirer un profil qui a des connaissances, qui a
et des capacités aussi pour pouvoir mettre en place quelque chose. C'est pas à l'ordre du jour, mais aujourd'hui, il y a des propositions comme devenir directeur sportif d'une agence ou d'une boîte d'agents. Voilà, on va voir d'ici juin. J'ai le temps pour ça, en tout cas, pour regarder. C'est pas ça qui m'attire le plus, mais voilà, j'espère qu'il va y avoir un projet sportif quand même dans un club qui tombe avant de voir partir vers un projet pareil. Séverine en parlait, il y a cette candidature, et tu le disais Nico, pour le Sporting de Charleroi. Est-ce que c'est parce que ta femme est Carolo ou est-ce que c'est parce que on imaginait peut-être un Sporting, mais pas celui de Charleroi, le Sporting d'Anderlecht. Il n'y a pas eu de possibilité pour toi, il n'y a pas de possibilité là pour toi de retourner dans ce qui est quand même le club de ton cœur en Belgique et peut-être au-delà? Ouais, c'est clair. Ici, il y a deux choses qui... Bon, je suis ici en Belgique parce que j'ai rencontré ma femme, qu'aujourd'hui c'est notre anniversaire, mon amour. Bon anniversaire, mes félicitations. Amours. 2 ans de mariage, et presque 7 ans ensemble, merci. Rencontré à Anderlecht. Rencontré en MOF. Alors, oui, Anderlecht, ça restera toujours le deuxième motif pour lequel je reste encore ici en Belgique. Parce que c'est eux qui me sont fait venir en Belgique à plusieurs reprises. Et voilà. S'il y a des possibilités, ouais, comme des autres clubs aussi, mais je n'ai pas eu de contact. J'étais seulement visité, regardé quelques matchs de Anderlecht Futur avec mon ami Guillaume Chillet à la tête de l'équipe, lesquels je suis très content. Ils se sont qualifiés pour les playoffs 1 et il a fait de super boulot parce qu'il a dû reprendre un moment très difficile dans les clubs. Mais non, je n'ai jamais eu de discussion. Je connais les gens de l'académie, clairement, des centres de formation, mais non. On verra, mais pas pour le moment en tout cas. Toi qui connais très très bien le club, quel regard tu portes sur la situation actuelle quand tu vois la saison un petit peu mouvementée? Qu'Anderlecht, c'est difficile à expliquer. Moi, je suis très content de comment les choses se passent maintenant. C'est ça. Cette énergie, ce dynamisme, une nouvelle ère, on peut voir avec l'arrivée de nouveaux directeurs sportifs et un nouveau entraîneur. C'était pas normal de changer autant, surtout les dernières années. J'espère que cette fois ici, ces gens-là, ils vont avoir le temps vraiment de pouvoir travailler au long terme, vraiment. Comme ça, ces idées, s'ils ont été choisis, c'est parce qu'il y a des idées à court, à moyen, à long terme pour amener de nouveau les clubs où il aurait dû jamais quitter cette place-là. Mais voilà, malheureusement, il y a des résultats qui ne sont pas suivis, il y a énormément de choses. Parfois aussi, on a besoin de la chance, et, des blessures, des exclusions. Mais je pensais qu'ils avaient trouvé la voie vraiment avec la signature de Vincent. J'ai eu la possibilité de travailler avec lui là-bas. Il était en train de faire un travail comme en Angleterre, exceptionnel. Et pour moi, il a eu des résultats à Anderlecht top. Et voilà, la relation, cette collaboration s'est coupée. Et depuis là, voilà, on a eu quelques changements. Mais aujourd'hui, je vois un peu plus stable. Et je pense que ça va apporter d'ici à la fin de la saison une belle qualification au Playoff 2 et pouvoir se battre pour ces Playoffs 2. Nico, tu discutes encore régulièrement avec Vincent Kompany. On sait que tu as joué aussi à l'époque avec lui. Quand vous parlez Anderlecht, enfin déjà, est-ce que vous parlez Anderlecht ensemble, et est-ce que lui revient sur cette période où tout le monde à l'époque, ou beaucoup en tout cas, parfois le pointait du doigt, mais comme tu le dis aujourd'hui, le travail qu'il a fait était au final exceptionnel. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Ça, il en discute encore avec toi aujourd'hui? Vini, il aime le foot, et je peux dire que chez lui, j'ai trouvé la personne qui regardait encore plus, ou qui donnait plus de temps au football que moi. C'est vraiment, j'étais surpris. Et honnêtement, pour que je sois surpris de ça, c'est un fou. Faut y aller, oui, c'est ça. C'est un fou. Et, vaguement, on s'envoie un petit message. Et aujourd'hui, on vit à 1000 à l'heure à travers les réseaux sociaux pour une story ou quelque chose qu'on dit hey, Nico, tes filles grandissent, félicitations. Et alors, rarement on parle. Et en connaissant lui un tout petit peu, il ne va pas concéder ou investir du temps à parler sur ça. Il regarde toujours le futur. Je sais qu'il est
vraiment supporter d'Anderlecht, et tout ce qu'il a fait, il a fait vraiment, pas seulement parce que c'était un boulot et un projet sportif, sinon il a fait vraiment de tout son cœur. Et, il a un respect énorme, il ne va jamais sortir à parler de quoi que ce soit. Et il regarde le futur. C'est un gagneur, c'est un type de top. C'est un joueur qui a joué à un niveau. Je pense qu'on ne se rend pas compte qui a été comme joueur et qui a été comme entraîneur ici et qui va être comme entraîneur. Tu disais plus jamais T2, mais si jamais on te mettait à Anderlecht avec Vincent Kompany T1 et toi comme T2. Aujourd'hui? Ouais. Non. Ou un peu plus tard? Non. T2 de Kompany, il n'y a pas d'exception non plus. Non, mais c'est pas une question de tu vois, sinon c'est que... Comment l'expliquer? J'ai déjà le fait, je dis pas que jamais, mais... T'as envie de passer à autre chose, t'as envie de passer à un autre cap, en fait. Oui, mais parce que, allez, si on le regarde dans une hiérarchie au football, on sait que l'entraîneur principal, il est à haut, et un directeur de l'académie, c'est pas qu'il est en bas, mais voilà, il est à côté dans un autre endroit. Alors, c'est deux choses complètement différentes, mais ça qu'il était dû, on a besoin de travailler, de mettre en place, de faire toujours à partir de l'idée de quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai envie de passer à autre chose. Mais c'est pas pour ne plus jamais le faire, mais peut-être collaborer d'une autre manière. Tu as entraîné en MLS aux États-Unis. Tu peux nous raconter un peu ton expérience? Parce que nous, d'ici, on ne s'imagine pas du tout comment ça se passe là-bas. C'est peut-être très différent. Peut-être tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Au niveau culture, c'est très différent. La compétitivité qu'il y a, c'est différent. C'est vu vraiment d'un autre point de vue. Et, c'était une belle expérience et j'étais un peu surpris aussi du niveau sportif. Et, il y a énormément de qualités, il s'attire pas mal de joueurs avec un bon niveau technique de tout ce qui est Latino-Amérique. Maintenant, il y a de plus en plus des Européens qui arrivent. Et avant, c'était vraiment des joueurs plus âgés. Maintenant, il y a même des jeunes qui arrivent là-bas. Et pas tout début de sa carrière, mais 23, 24 ans, ou 25, 26, que c'est un bel âge. Et, alors, ça commence à prendre un certain niveau. Par contre, après, tout ce qui est organisation, c'est top. C'est vraiment un spectacle. C'est un show à l'américaine. Un show à l'américain, oui, vraiment, ouais. Il faut chanter l'hymne avant chaque match. Quand c'est contre des équipes de Canada, il faut chanter les deux hymnes. Alors, quand tu arrives la première fois, tu vois la feuille de match, les timings pour arriver au coup d'envoi, et tu vois que tu dois quitter la pelouse 18 ou 20 minutes avant les coups d'envoi. Tu dis, mais pourquoi on fait l'échauffement si c'est le temps qui prend l'échauffement et les joueurs vont se refroidir? Ouais, mais bon, il faut marcher, s'habiller, rentrer, les feux d'artifice, l'hymne du... C'est pour devenir fou, voilà. Mais bon, il faut s'adapter et il faut apprendre. Très positif, belle expérience. Et avec une Coupe du Monde à la clé en 2026, que je pense que ça va vraiment booster et pousser ce championnat encore à devenir, à monter un palier et continuer à grandir. Et avec un nouveau championnat à partir de cette saison, ils vont faire une mini Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Et, toutes les équipes américaines, ils vont jouer contre toutes les équipes mexicaines pendant un mois. Un mini tournoi des groupes de 3 ou 4 équipes, je ne sais pas bien comment ça va se passer, mais que ça donne encore plus de compétitivité parce que si on cherche 3-4 ans en arrière, les équipes américaines, ils battaient rarement de temps en temps les Mexicains. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors, ça monte, ça pousse. Voilà. Et Nico, est-ce que le championnat peut changer aussi? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le refuge de tous les joueurs en fin de carrière. C'est vrai. Les États-Unis. Ce n'est plus le cas. Voilà. Donc ce n'est plus le cas. Ça change énormément. Il y a pas mal d'Argentins, Uruguayens, Brésiliens et de 21, 22, 23, 24 qui sont attirés d'abord là pour après venir en Europe. Et il y a aussi même des Européens qui s'arrivent à maintenant 23, 24 ans. Mais Dante Van Zer, Ouais. Et qu'est-ce qui a changé justement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce championnat attire alors que ce n'était pas le cas avant? Ils ont ouvert aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, il y a énormément, un cadre très fort au niveau financier. Et avec ces budgets pour gérer la confection des noyaux. Ils ont ouvert une petite porte aussi vers on appelle les DP, Designing Players, pour les grands. Et maintenant, on a Youth Designing Players aussi. Alors, ça aide à pouvoir attirer des jeunes qui sont une projection. Et voilà. Après aussi,
pour moi, il y a une grande influence de tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce que les jeunes aujourd'hui... Mes filles, ils connaissent l'Amérique plus que moi. Et à travers Instagram, et TikTok et tous ces machins. Alors, et les gens aussi, footballeurs, ils voient Los Angeles. Moi, j'avais été à Los Angeles à jouer. Je suis allé en 2003 à jouer une finale de Recopa Sudamericana contre Olimpia de Paraguay. Et pour moi, j'avais vu à la télé les panneaux de Hollywood dans les films. C'était tout ce que je connaissais de Los Angeles. Ma fille, on a été jouer, elle m'a dit, bon papa, tu dois faire ça et ça. J'ai dit, mais comment tu connais autant? Mais ouais papa, je connais Los Angeles par cœur. Ouais, ok, maintenant les gens aussi, alors ça attire, ça invite à dire, venez avoir la belle vie, les rêves américains. Tout est possible comme ça un peu là-bas. Oui, alors les gens, je pense qu'aussi, ils prennent cette situation-là et ils se disent, voilà, entre un bon joueur et un jeune d'un pays, les 5 grandes ligues comme je sais pas, l'Espagne, qui a une possibilité d'aller en Russie, en Arabie Saoudite, à chercher, à décrocher un bon contrat, pourquoi pas aller en Amérique et avoir la belle vie. Et voilà, ça commence à jouer ça. On quitte l'Amérique du Nord pour aller dans le Sud. tu es né en Argentine. D'où est venue en fait cette passion et pourquoi tu as voulu faire du foot? Comment tu as commencé? Même si l'Argentine, je sais, c'est... Voilà. Ouais. Ça sent un petit peu le football. Un petit peu. Mais là, même Nicolas Frutos sent le football. Tout ce que tu as en main, tes tatouages, tes trucs, tout est relié au foot en fait. Et, ma mère m'explique que dès que je marchais... la première chose que j'ai fait, c'est taper sur un ballon. Et après, pendant 4 ans, je n'ai plus jamais touché la balle. Ouais. Et, en dehors de mon grand-père, lui, il était supporter vraiment. Il allait, je ne vais pas dire tout le temps, mais régulièrement à voir Union de Santa Fe et à regarder des matchs au stade. Et à l'âge de 5 ans, lui, il m'a conduit autour de la maison. Il y avait tout un grand centre. C'était de la terre. 2 buts et quelqu'un qui organisait des petits matchs pour les jeunes. Il m'a amené là-bas et depuis là, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et je n'ai plus jamais quitté cette passion pour le foot. C'était matin et après-midi et soir, jouer avec un climat qui est complètement différent ici. Alors c'était aller à l'école le matin, arriver, pieds nus, sortir sur la rue, même s'il y avait 40 degrés, et jouer jusqu'à l'heure de manger à 10h du soir et maman qui ouvrait la porte dit allez Nico rentre que c'est l'heure de manger et rentrer comme ça tous les jours. Et tu as directement su que tu voulais en faire ton métier? Ouais, on rêve tous en Argentine et les parents même ils rêvent tous que maintenant ces enfants ils deviennent footballeurs. Alors voilà, ouais, j'ai toujours eu cet rêve mais un peu exagéré parfois, mais oui. Ça a été quoi le tournant dans ta carrière? À quel moment tu t'es dit, ça y est, là je vais pouvoir devenir professionnel? Je pense que j'avais les sentiments et j'ai travaillé pour. J'étais très professionnel depuis tout petit. En Argentine, par exemple, les filles, ils fêtent ses 15 ans. C'est une fête comme un mariage, mais un truc d'un niveau mariage. Alors, quand tu as 14, 15 ou 16, tu es toujours invité tous les week-ends, tu vois, parce qu'il y a tellement de copines dans l'école. Je ne suis jamais allé aucun 15 ans, parce que les dimanches, j'avais des matchs. Alors, impossible qu'on m'attire un truc comme ça. Et c'était un match. Déjà à 15 ans, tu avais cette rigueur. 13, 14. Ouais. Mes parents, on jouait le samedi après-midi. Mes parents, le vendredi soir, ils allaient manger au resto avec ma sœur. Et moi, maman, tu me laisses à manger. Moi, je restais à la maison à regarder les matchs. Et j'ai aucun souvenir de dire, un vendredi soir, je suis allé. Je n'ai plus jamais été en vacances avec mes parents depuis l'âge de 11 ou 12 ans, parce qu'ils partaient toujours au moment qu'on on recommençait les entraînements. Alors, plus jamais dans ma vie, je suis allé en vacances avec mes parents pour rester. Alors, je devais rester chez ma grand-mère ou chez un copain, mais pour ne pas rater un entraînement. Alors, c'était... Et tu as toujours été le plus grand dans l'équipe? Tu as toujours été attaquant ou c'est une position qui a aussi évolué avec Ça a évolué. Avant, j'étais gardien but. Ah oui, ça a bien évolué, oui. Jusqu'à l'âge de
je dirais 10 ans, 11, ouais, même 11. Et, non, 10, parce qu'après j'ai passé Union de Santa Fe. Et je m'énervais tellement chaque fois qu'on cassait des buts et on perdait. Et je voulais sortir toujours en dehors des 16, un peu comme aujourd'hui, un gardien qui jouait avec les pieds. Alors un jour, ma mère, je ne sais pas pourquoi, et elle est venue à l'entraînement avec moi et elle me dit viens, on va parler avec l'entraîneur. Et il était chez le coach, il a dit coach, mon fils il joue plus gardien, mon fils il va jouer attaquant. Et à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais mis les gants. Vous êtes tous déterminés dans la famille. Ouais, ma mère, vous savez vraiment ce que vous voulez. C'est un bon scouting, ma mère. Elle fait des bons scouting, elle a vu qu'il y avait le potentiel pour devenir attaquant, et voilà, oui. Ouais, ma mère, on l'appelle mardi, mercredi, à partir de 14h heure Argentine, par FaceTime, je la vois ici, j'ai dit, quel match? Elle me dit, Juventus Benfica. Elle regarde tous les matchs, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Et elle fait aussi des analyses aussi pointues que toi? Non. La seule chose qu'elle analyse, c'est les mouvements de Cristiano, parce qu'elle est folle de Cristiano Ronaldo. Elle a bien raison. Ouais. Aïe. Elle est fan. Folle de Cristiano. C'est compatible avec ce qui se passe avec Messi? Non, il n'y a pas eu trop de prise de bec à la maison? On a eu, je pense que c'est la seule fois que je me dispute avec ma mère, c'est parce que c'est triste ça que je veux dire, mais elle est supportrice du Brésil. Ah. Mais non. Ouais. Okay. L'amour, c'est comme ça, c'est maman. Il n'y a pas d'explication, mais au point de s'enfermer dans la chambre, si le Brésil perd, et plus se parler. C'est intense, hein, la famille Frutos. Ouais. Les enfants, les petits enfants qui les chantent tout le temps, des messages beaucoup comme ça pour rigoler si l'Argentine gagne, des choses comme ça. Elle ne répond plus, elle est fâchée. Ouais, c'est spécial. Comment elle a vécu la Coupe du Monde? Ça va? Elle va toujours bien? Oui, mais c'est ça que je me fâche sur elle, parce que je dis, moi j'aime bien le Brésil aussi, je ne suis pas contre le Brésil, je ne suis pas fixé sur dire, pour moi c'est même pas un derby, oui on veut gagner, mais j'adore ce football, pour moi c'est exceptionnel le Brésil. Oui, c'est ça. Mais elle, je dis, maman, tu dois passer, dire si mes enfants, mes petits-enfants, ils sont heureux parce que l'Argentine est champion du monde et gagne, tu dois être contente aussi. Non, elle ne peut pas. C'est génial. Ça va loin. Ça va très loin. Détermination, mais c'est très bien. Ça explique aussi pourquoi tu en es là aussi. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça aussi. Mais tu as parlé un peu de Santa Fe. Donc, tu as commencé à Santa Fe. Tu es en professionnel également, donc en jeune, puis en professionnel. Tu es resté en Argentine quelques années avant de venir ici à Anderlecht. Comment s'est passée la transition Argentine-Belgique? Il y a eu une première transition, que c'est en Espagne. L'Espagne. Okay. Ça, c'est proche. C'est proche en plus, c'était les îles Canaries, c'était encore plus proche, et de très beaux climats. T'es pas trop dépaysé? Non, en plus avec la même langue, mais ça s'avait très mal passé sportivement, et quand je parle sportif, c'est pas seulement sur le terrain, sinon en dehors, on a eu 5 coachs et 3 présidents en 11 mois. Oui, non, c'est pas possible, c'est pas du tout stable en fait ça. C'est un truc, et je n'ai jamais été payé. Et ouais, c'est touché une toute petite partie à la... Santé, Nico. Merci. Tout à la fin de la saison. Et voilà, c'était vraiment une expérience. Alors, c'est une expérience très dure, mais avec l'avantage... Je pense que c'est de la même expérience. J'aurais passé ici en Belgique, et ma première année... Tu serais parti? Oui, j'aurais pas tenu le coup. Mais j'ai vraiment voulu rentrer en décembre pour les fêtes. J'ai téléphoné à mon père et... Parce qu'à ce moment-là, il devait m'envoyer de l'argent, il devait mettre de l'argent sur une compte, et je le prenais avec ma carte sur une machine, parce que c'était impossible de vivre. Alors, je venais de commencer ma carrière, il y avait que 3 ans, je pense, j'avais presque rien gagné comme argent. Et en décembre, j'ai dit, papa, je rentre. Et il m'a dit, tu ne rentres pas, même si je dois travailler de plus pour que tu puisses rester là-bas, mais tu fais toute la saison là-bas, parce que là-bas, tu vas grandir. Et là-bas, tu vas apprendre c'est quoi là. J'ai des frissons. Oui, ça a été très fort. Et, alors, mon père m'a poussé vraiment. Et honnêtement, je dois le dire aujourd'hui, merci, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Ça a été très dur. Mais quand je vois aujourd'hui que facilement on abandonne, j'ai dû m'accrocher d'une manière. Mais surtout pour toi qui es très professionnel, qui est très rigoureux, voir un environnement pareil, limite amateur, entre guillemets. Non, parce qu'en Argentine, on vit comme ça. C'est ça. Alors ça j'étais habitué quand même à ça, mais ça que je n'étais pas habitué, c'était à
pas avoir d'argent pour pouvoir faire les courses. C'est ça. Et heureusement, la femme qui m'avait loué l'appartement, il savait ça. Alors, il m'a dit, ne t'inquiète pas, à la fin de la saison, je vais te payer aussi. Ça se passe toujours comme ça, sinon ils ne vont pas avoir la licence. Voilà, il y avait une explication. Alors, la femme m'a dit, ne t'en fais pas. Alors, ça a été exceptionnel. Et ouais, ça a été très dur. Parler aussi un peu de la famille avec ton papa. Aujourd'hui, tu es papa. Tu as combien d'enfants, en fait, 4. Nico? 4 enfants. 2 à 2. 2 filles, 2 garçons. Sophie a 16 ans, Alex a 12, Milo 4 et Oscar 2. Et donc, il n'y a personne qui s'appelle Diego. Non, mais bon. Là, il faut quand même nous expliquer. Ouais. Diego est partout sur ton corps, sur tes objets. Il n'y a pas d'enfant qui s'appelle Diego. Ouais, mais bon, c'est pas encore fermé la famille. J'adore. Ouais. Mais bon, mon amour, non, tu sais que c'est toi qui vas choisir le nom. Et ça va être une fille en plus. Ce serait quand même Diego. Ou, même si c'est. Je pense que Nicolas Frutos aujourd'hui a envie de. Mais c'est très bien que tu parles d'ailleurs de Diego Maradona, parce qu'on a vu les images là, de Lionel Messi qui est rentré au pays là, pour la trêve internationale. C'est des images complètement folles. Donc nous, c'est vrai qu'ici, on a peut-être, je sais pas, toi, Jérémy, peut-être plus de mal à imaginer ce type de célébration. Mais qu'est-ce que ça représente de gagner une Coupe du Monde? Qu'est-ce que ça représente d'être Lionel Messi comme ça en Argentine? C'est quoi? Avant d'expliquer ça, je veux dire, la retraite d'Eden Hazard, pour moi, ça a été trop fort. Et moi, Eden Hazard, c'est Messi pour nous, les Argentins. Et c'est le même niveau, c'est la même comparaison. Ça a été notre numéro 10, notre capitaine, la dernière Coupe du Monde. C'est les joueurs. Alors, quand je vois ça, on a dû même faire une fête. Il faut l'inviter ici dans un match à la maison. J'espère, s'il vous plaît, les prochains matchs, et les rendre quelque chose. Les rendre hommage. Bien sûr. Parce que ça va aussi donner l'envie à tous les autres joueurs de se sentir valorisés et que le peuple aussi puisse les remercier. Et ça, c'est un peu ça qui est passé. Pour le même prix, maintenant je pars en Argentine, je voyage là-bas. Mais si tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il a été insulté et maltraité dans toutes les couleurs. C'est ça. Mais il savait. Et on sait déjà, on est comme ça. On est comme ça. Passionné, vous vivez à fond, quoi. Et c'est terrible. Moi, quand j'étais petit, j'ai grandi, j'ai joué dans mon équipe, de mon cœur, de ma famille. Je pense que j'étais un des joueurs les plus insultés de l'histoire du club. L'équipe, il jouait 2 saisons très difficiles pour pas aller en D2. J'étais attaquant, on marquait presque jamais parce que c'était catastrophique le niveau de jeu. J'avais pas des occasions. Avec une petite personnalité, pour pas dire difficile, je m'avais pris la tête avec les supporters plus qu'une fois, même en faisant des signes à partir de l'intérieur du terrain. J'ai dû partir en police à la maison. Ouais, alors, mais je savais que je n'allais pas détester mon club et les supporters pour ça. On les vit comme ça. Et aujourd'hui, après, j'ai rentré à travailler. J'ai travaillé pendant des années. Aujourd'hui même, je rentre là-bas et tout le monde est hyper content de me recevoir et tout ça. Mais je l'ai senti aussi à petite escale, à petit niveau, à comparaison de Messi. Mais Messi, il a dû souffrir. Et c'est pour ça que tout ce qui passe aujourd'hui, c'est aussi normal. Ça, c'est limite un peu une revanche pour lui aussi, non? Sauf qu'on voit au PSG, il s'est fait siffler, par exemple, etc. C'est une partie de la vie. Ouais, ok. On voit le nombre d'années qu'il a été, le nombre de temps qu'il a été applaudi partout et qui s'est fait siffler un tout petit peu, voilà. Et quand vous êtes le meilleur joueur du monde, vous ratez une passe, c'est une catastrophe. Oui, c'est ça. Il faut aussi pouvoir remettre les critiques envers le statut que ces joueurs-là ont. Ce sont des joueurs exceptionnels. Messi est exceptionnel. Ouais. On va pas faire le débat autour de Messi aujourd'hui. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais il faut avoir une fameuse personnalité, c'est clair, pour pouvoir. Oui, mais je pense que c'est pas seulement ça. Déjà, avoir les épaules pour savoir qu'il y a, je sais pas, 500 millions de followers sur les réseaux sociaux qui donnent des opinions sur toi. Toute la planète, il parle de toi. On te critique, on t'aime. Et déjà, ça, c'est lourd à porter. Et voilà, alors quand tu siffles 40 000 personnes, ça va. C'est un détail. Maradona ou Messi? Maradona. Pourquoi cet amour à ce point pour Diego Maradona? Parce que Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais on ne va pas discuter ça. C'est
avec ça qu'il vient de faire maintenant, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais pour nous, les Argentins, Diego, c'est un semi-dieu, parce qu'il est décédé, sinon il serait toujours vivant. Et voilà, il y a des choses aussi politiques qui sont passées, des grosses histoires par rapport à ça, et que Diego il apportait quelque chose de plus au pays, que ce n'était pas seulement sur le terrain. Quand tu quittes l'Argentine, tu viens ici. Comment se passe la transition, la Belgique, quand tu quittes Espagne, Argentine, Belgique, comment tu l'as vécu? Bien, parce que j'ai eu la chance de que les résultats sportifs et personnels, ils se sont directement mis en place et que ça a très bien marché. J'ai encore les souvenirs aujourd'hui. Il y avait, ça faisait 6 mois ou 7 mois que j'étais ici, où on avait été champion. Anderlecht signe à ce moment-là Lucas Biglia et on se croise. J'étais dans le parking du club, dans le stade à ce moment-là. J'ai descendu la petite escalier et Lucas, il allait juste monter. On s'est trouvé là-bas avec son agent. Et il me dit, ça va? Et j'ai dit, oui. Il y avait du soleil en plus. et son agent, il me dit, punaise, tu sembles vraiment que tu le vis vraiment bien. Et je lui ai dit, ici, c'est une expression en espagnol, j'ai dit, ici, il va falloir me sortir avec les pieds vers l'avant. Ah oui, c'est ça. Je ne quitte plus jamais ici. Et voilà, après j'ai quitté par des raisons majeures, et même si je pense que si je n'aurais pas eu des blessures, peut-être j'aurais quitté aussi pour des autres championnats ou des autres aventures, mais la vie a fait que voilà, je suis parti pour revenir. Tu as eu 3 titres avec Anderlecht, c'était lequel le plus beau? 4. 3 comme joueur, 1 comme entraîneur. Ah oui, c'est vrai. Le dernier titre d'Anderlecht, j'étais dans les staff. Tu vois. C'est vrai que je parle. Et les plus importants comme joueur... il y a eu 2006, il y a eu 2007, il y a eu 2010. Je pense 2007, parce que ça a été joué contre un grand standard de Liège, qui montrait déjà quelque chose qui allait se passer au par après, qu'ils ont été super forts, et ça a été vraiment... On avait une super équipe. Vraiment, on avait une équipe avec Nicolas Pareja, Roland Juas, Guillaume Chillet. Oui, je me trompe ou non? Non. Oui, Guillaume, je pense qu'il était déjà là en janvier. Et Boussoufa, Biglia, Finesse. C'est quand tu lis les noms comme ça. Ah oui. Et on ferme les yeux. Oui, Descat Van Damme. Oui, c'était une équipe. Serata King. Oui, c'était une bonne équipe. Très intéressant, ouais. Quel joueur vous a mis le plus d'assists? C'est 54, hein, 54 en presque 100 matchs avec Anderlecht. Le ratio, il est impressionnant. Oui, le plus d'assists, c'est une bonne question. Je ne sais pas qui a été... C'est quand il y a du Boussoufa, notamment. Je pense Boussoufa, pas mal. Hassan, et Mémé Chité. Mémé, il était très fort. Très fort, ouais, j'avais oublié Mémé. Ouais, ça, c'était un autre... et c'était vraiment... un autre niveau. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il avait parti en Ligue 1, ou à la Liga, pardon. Et je pense que c'est entre eux, ouais, clairement. C'est vrai que quand on regarde la liste des joueurs, c'est hyper impressionnant. Et puis, dans votre sillage, à un moment donné, Nicolas, il y avait un petit joueur qui arrivait à Anderlecht à ce moment-là, un certain Romelu Lukaku. C'est aussi quelque chose, vous l'avez vu éclore d'une certaine manière. Vous l'avez côtoyé au plus près à ses débuts. Ouais. Je me rappelle... La première fois que j'ai rencontré, on s'est parlé, j'avais été en Argentine pour quelques semaines pour une blessure. Je rentre au pays ici, et j'arrive à l'entraînement. Et après l'entraînement, on était par terre en train de faire quelques stretching. Il y avait du soleil, alors on était dehors encore un petit temps. Et Romelu, il prend un ballon. Je suis sûr qu'il ne se rappelle même pas. Il prend la balle, il vient, il s'assied à côté de moi. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, Messieurs, on m'a dit que si je voulais comprendre comment ça fonctionne ici, je devais parler avec vous. Je vous jure. Et j'ai dit, d'abord, s'il te plaît, arrête, monsieur, parce que je sais que tu as 16 ans, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et il m'a dit ces mots-là. Je n'ai jamais compris qui l'a dit. Un truc pareil. C'est flatteur. Ouais, c'était fou. Franchement. Quelqu'un qui l'avait fait une blague, sûrement. Mais non. À fond. Quelqu'un qui l'avait dit, ouais, tu veux savoir, on va parler avec celui-là qui a la grande gueule et que tu dois parler avec lui. Ouais, Romelu, il a la classe. Et il a une gentillesse incroyable. Et aujourd'hui, il pourrait me le demander dans 5 langues différentes, je pense, parce qu'il parle espagnol, italien,
Je ne sais même pas s'il ne parle pas portugais aussi. Alors, un gars exceptionnel. Oui, j'allais dire, est-ce qu'on peut dire que tu l'as pris un peu sous ton aile ou pas? C'était impossible de le prendre, c'était trop fort, trop vite. Il allait trop vite. Non, il avait besoin de personnes. Romelu, il aurait joué à dans quel petit club ici, il aurait arrivé aussi où il se trouve aujourd'hui. Il a une qualité, c'est un joueur... classe mondiale, quoi. Classe mondiale, comme Vincent Kompany, même niveau. Il y a encore des échanges avec Romelu de temps en temps là? De temps en temps, un petit message aussi par Instagram, cette fameuse plateforme que je rentré il n'y a pas longtemps, mais voilà, qui m'a mis en contact de temps en temps comme ça, un petit like, et dire, aussi comme Vincent, tes fils ont grandi beaucoup, qu'est-ce qui se ressemble à toi, et félicitations Rome, pour la victoire, pour quelque chose, bonne chance pour la Coupe du Monde, j'espère que tu... Voilà, des échanges pareils, et ça te fait toujours plaisir, et comme tous ces stars-là, tu te lèves un jour et tu as un message pour dire hey Nico, ça va la Belgique. Et tu as vu que tu as rentré, tu dis pourquoi il a pensé et pourquoi tu envoies un message. Voilà. C'est génial ça. Hein. Tu as parlé de tes blessures. Comment tu l'as vécu? Tu as dû arrêter ta carrière quand même assez tôt, dû à tes blessures. Comment on vit ça? Très mal. Très mal. C'est horrible. Je pense que je n'ai pas encore fait le deuil de ça qui s'est passé au niveau blessure et comment j'ai dû arrêter ma carrière parce que je me mis tellement vite et si puissant à travailler au football que ça a été, je veux dire, moins grave psychologiquement, mais ça a été très dur. Et comment on fait? Comment on travaille au quotidien pour aller mieux? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien fait. T'as rien fait? Ouais, ça c'est le problème. Oui, après... J'ai dit, un jour, je vais le raconter toute l'histoire parce que ça a été très dur. Ça peut servir peut-être à quelqu'un. Les clubs doivent prendre des mesures. Et quand je pense aujourd'hui, et ce n'est pas une critique envers Anderlecht, ou les dirigeants, il n'y avait pas toute la cellule d'accompagnement, des choses comme ça. Moi, j'étais seul. Je me rappelle encore aujourd'hui, j'étais au petit-déj et le docteur, il vient et j'avais eu de nouveau une rechute. Mais comme ça, seul, c'était un des premiers toujours arrivés. Alors le docteur, je pense qu'il est venu exprès parce qu'il savait que j'étais toujours 45 minutes, 1 heure avant tout le monde. Et il s'est assis en face de moi, sans se parler, on se regarde. Et il me dit, ça va plus. Et je lui ai dit, t'as raison. J'ai pris la voiture et sans parler à personne, je suis rentré à la maison. À partir de là, à part une négociation, laquelle, on va pas rentrer en détail, j'ai fait un cadeau fou à Anderlecht, pas fou, mais bon, je l'ai fait de tout mon cœur. Et, j'ai laissé tomber presque tout ce que j'avais. Et plus jamais j'ai eu quelqu'un qui s'est assis à mon côté pour dire comment tu te sens, et tu as besoin d'un coup de main, qu'est-ce que tu penses, et comment ça va. Voilà, aujourd'hui, les clubs, ils sont une structure qui accompagne, qui soutiennent, et qui... C'est différent. C'est moins tabou qu'avant, en fait. Avant, c'était plutôt tabou, les coachs mentaux, enfin les psychologues, etc. C'était un peu tabou. Maintenant, je pense que ça commence à s'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai tout laissé tomber? J'ai laissé mon contrat. Je n'ai rien touché comme argent, entre guillemets. Je préfère pas parler de ça parce que, voilà, c'était une décision. Et voilà. Je sais que j'avais énormément de droits. J'ai un problème. J'ai dû arrêter ma carrière, mais voilà. Ouais. Tu as des regrets ou des choses que tu aurais aimé faire différemment quand tu regardes Plein de choses. Ouais. Plein de choses. Pas mettre autant en risque ma santé. Parce qu'en plus, je pense que j'aurais pu encore continuer à jouer si je n'aurais pas forcé tellement pour vouloir être là. Tu as beaucoup joué sous infiltration. Chaque match. Oh là là. Ouais. Ça, c'est aussi un conseil que tu peux peut-être donner aux plus jeunes. Parce que infiltration, ça passe 1 mois, 2 mois, mais ça détruit peut-être le reste de la carrière. Mais aujourd'hui, encore une fois, je dis, c'était ma décision. C'était pas la décision du docteur du club. Docteur Sass, qui, par exemple, il est à la tête, je pense qu'encore aujourd'hui, lui, il me disait, Nico, c'est pas nécessaire, arrête. Et je le faisais même sur son dos. Mais c'était rien de mauvais. Le problème, c'est que c'était pas seulement de temps en temps une infiltration dans laquelle
tout était autorisé, qu'on avait un période de temps pour laisser traîner les produits pour qu'ils fassent effet. Et comme ça, ce n'était pas non plus dans l'illégalité. Il fallait annoncer. C'était toute une histoire très délicate, mais aussi, surtout, la prise de beaucoup de médicaments pour pouvoir supporter la douleur. C'est des anti-inflammatoires. Mais voilà, j'ai détruit mon estomac et tout ça à cause de ça. Alors oui, voilà. Mais aujourd'hui aussi, encore une fois, il y a un autre échange et un autre soutien. Ça va beaucoup plus profond. Là, je trouve que tout ce qui est médical, il a pris un autre regard et ça va plutôt de manière globale dans un joueur et pas seulement dans le fait d'aller dire, voilà, il y a cette blessure, il faut faire telle chose pour pouvoir jouer. Maintenant, on pense beaucoup plus au long terme. Et n'oublions pas aussi, et ça c'est vraiment un message pour tous les jeunes aussi qui nous écoutent, c'est de se dire que la grande majorité des soucis physiques sont réglés par le mental. Ça, il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau mental. Donc voilà, pas avoir peur d'en parler, c'est déjà, je pense, la première porte d'ouverture. Et ne pas toujours repousser les limites de son corps aussi. Parfois, il faut s'écouter. Et ça, c'est parfois difficile, surtout quand on va en plein boom. Déterminer. Exactement. Ouais. Ça, je peux comprendre. On ne va pas bouder notre plaisir. Il nous reste 5 minutes. On a envie de parler des Diables Rouges avec toi, Nicolas, parce qu'il y a eu cette petite trêve internationale, ce rassemblement. Il y a eu 2 matchs, 2 victoires. T'en as pensé quoi? Je suis surpris vraiment et très content. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment des espoirs maintenant et j'ai envie que les matchs s'enchaînent, qui arrivent les prochains rassemblements des Diables. Comme ça, on peut continuer à avoir une évolution dans l'équipe. On peut voir des joueurs qui vont encore aussi rentrer et comme ça, on sait à quoi s'attendre. Très content. J'ai vu une équipe qui a eu un plan, vraiment... un plan de jeu, de savoir quoi faire contre un adversaire comme la Suède avec leur dispositif, un plan de jeu et un plan de match, que c'est 2 choses différentes, c'est quelque chose qui appartient au game model de l'entraîneur, des aspects très clairs qu'il cherche déjà dans son contenu Tedesco très bien et qu'il a mis en place pour les premiers matchs avec les joueurs qu'ils avaient à disposition, avec un système à disposition pour faire fonctionner ça. Et une évolution énorme qu'il a changé un tout petit peu. Et on part à la fin. Il a adapté leur système aussi pour mettre en place des autres choses de son game model par rapport à un plan de match contre un adversaire différent. Alors tout ça, que je l'ai dit comme ça en 30 secondes, c'est énorme parce que pouvoir communiquer ça, normalement tout ça, imaginer une situation, on est coach, on prend une équipe, on a 5-6 semaines de préparation pour arriver au premier match et on a 6 semaines de travail tous les jours avec 6 ou 7 matchs amicaux pour faire face au championnat. Ici, il a eu 2 jours. C'était très rapide. Pour préparer les premiers matchs, après pour préparer les deuxièmes et on a vu plein de choses mises sur place. OK, ici on parle de joueurs de top, lesquels tu choisis déjà le profil pour ça que tu veux, pour ça que tu en as besoin, mais c'est aussi pour ça qu'on a vu des choses qu'il faut améliorer et des petits détails qui vont faire sorte que la Belgique commence à grandir. Nico, il y a la communication aussi, je pense que c'est sa grande force et tout le monde en parle, à Domenico Tedesco, et puis 2, c'est avoir eu la justesse au niveau de la vision de replacer certains joueurs. À leur place. Il y a des joueurs qui jouent à leur place. Aujourd'hui, quand on regarde un Carrasco ou un Luque Bacchio qui ne peuvent, entre guillemets, se contenter uniquement de l'aspect offensif, ça a été rendu possible par le changement derrière. On joue à 4, il y a plus de stabilité. Il y a une prise de risque aussi, puisque derrière, aujourd'hui, on est vraiment dans du 1 contre 1. Ça, on ne voyait pas sous Martinez. Il y a eu de bonnes choses, mais Tedesco, il est arrivé avec un plan clair. Et c'est ce qui est fou, c'est que ça a pris tout de suite. Oui, mais d'un côté, je suis d'accord. Il a mis les joueurs à la bonne place, on va dire. Enfin, presque tous. Il a fait des tests aussi. Oui, mais on a défendu par des moments 4-4-2 avec un bloc bas. Et on a souffert. Et on a difficulté, et on a vu Carrasco, Luque Bacchio ou Kevin De Bruyne devant notre 16 mètres. Alors pour moi, chapeau, monsieur Tedesco, il faut travailler défensivement. Si on ne travaille pas défensivement, on est mort. Oui, on va gagner contre la Suède, on va gagner des matchs 5-0, mais à un moment, il faut faire face à la France, à l'Argentine, au Brésil, et à l'Allemagne. Et voilà, c'est pour ça qu'hier, ça a été bien, même si, OK, la Mancha, ça n'a pas été avec tous ses meilleurs joueurs, mais ça reste l'Allemagne. C'est ça, ils ont été sérieux. Ouais. Moi, je pense assez cohérent. Et voilà, oui, il a une autre dynamique
toutes ces adaptations par rapport aux possessions de balles, perte de balles, et l'intensité, les messages, que c'est très important qu'ils passent pour que les joueurs ils fassent les switches entre un moment et l'autre. Et il y a eu des switches même et des différentes tâches à suivre. Défensivement, même si les blocs étaient au bas, on a vu une pression 3-4-3 quand les blocs étaient vraiment haut, et vraiment un 4-4-2 quand les blocs étaient bas. Alors même en défensif, il y avait des choses différentes à faire. Et, oui, Carrasco, il a joué plus haut. Oui, Luquevaquio, il a eu des libertés. Mais oui, Carrasco, il a dû travailler énormément à l'arrière. Alors il ne faut pas non plus penser que parce qu'avant, Carrasco, il jouait à gauche et Luquevaquio, il ne rentrait pas dans ces plans-là parce qu'il devait faire tous les flancs. Moi, je ne suis pas d'accord. Si on regarde les statistiques physiques, je pense que Carrasco, il a même travaillé plus maintenant qu'avant. Et maintenant, on va dire, ouais, maintenant, il était plus fraîche. Pas d'accord. C'est l'équilibre global qui est meilleur aussi. On parle d'une équipe qui, pas la Coupe du Monde précédente, sinon celui d'avant, on a été 3e. Tout à fait. Alors, meilleur, j'espère. Ça sera exceptionnel. C'est ça. Ça veut dire qu'on va être 2e en première. Ou encore une fois 3e. Ouais. Il y a eu énormément de bonnes choses en vraiment peu de temps. Et ça, chapeau à l'entraîneur, chapeau à Frankie Vercauteren aussi, et chapeau aux joueurs qui se sont adaptés. Mais voilà, il y a eu déjà, je pense, toutes ces générations. On a commencé avec Marc Wilmot. Roberto Martinez a fait de super bons boulots. Et voilà, maintenant Tedesco aussi, je pense qu'il va pouvoir faire aussi des belles choses. Eh ben, on pourrait parler des heures avec toi, Nico, mais on va arrêter là, malheureusement. Mais merci beaucoup pour cet entretien. C'était super intéressant. Avec plaisir. Merci pour tes éclaircissements, même sur les Diables Rouges, sur ta carrière et tout ça. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié. Et puis à très vite. Et à très, très vite. À très vite. Parce que, je le rappelle, Nico, tu es consultant pour Eleven Sport. Oui, bientôt, on se voit de nouveau. Exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Avec plaisir. On se voit très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders.